Burke. Imaginez un peu, croire que je l'épouserais. Complètement délirant, a-t-elle ri après ma demande en mariage devant sa famille. J'ai répondu, tu as raison, j'ai quitté la fête, et j'ai emballé mes affaires pendant qu'elle continuait à célébrer. Elle est rentrée dans un appartement vide. Tu imagines? Croire que je l'épouserais? Quel délire. Elle a ri après que j'ai fait ma demande devant sa famille. J'ai dit, tu as raison. J'ai quitté la fête, et j'ai fait mes valises pendant qu'elle continuait à s'amuser. Elle est rentrée dans un appartement vide, avec un seul SMS, imagine croire que je resterais. Une semaine plus tard, elle s'est pointée chez moi, en sanglots. Salut, Reddit. Ma copine m'a humilié quand je l'ai demandé en mariage devant sa famille et ses amis. Alors, j'ai fait ceci, et je lui ai fait regretter chaque mot. Prenez du popcorn, ça va être intense. Je m'appelle Cole, 30 ans, homme. Bailey et moi nous sommes rencontrés à l'atelier de son père, Hank. Il dirigeait une entreprise de maintenance de flotte, et j'étais le nouveau qu'il avait embauché pour s'occuper de l'équipement lourd. Elle est passée un après-midi pour déposer le déjeuner à son vieux père, et j'étais plongé jusqu'au coude dans la reconstruction d'une transmission. J'avais de la graisse jusqu'aux épaules, je ressemblais à une créature sortie d'un carter d'huile. Elle a ri à une blague que j'ai faite sur le camion qui se défendait. Elle m'a posé des questions sur le travail, comme si ça l'intéressait vraiment. Pendant la première année, tout allait bien. On cuisinait ensemble le week-end, elle s'occupait de la préparation pendant que je gérais les fourneaux, et on mangeait sur le balcon en regardant le soleil se coucher. Elle m'apportait parfois le déjeuner à l'atelier, s'asseyait sur un seau renversé, et parlait pendant que je travaillais, posant des questions sur les moteurs. Elle s'entendait bien avec mon pote Garrett. Elle ne se plaignait pas quand je rentrais à la maison en sentant le diesel. Elle semblait sincèrement fière quand j'ai été promu chef technicien. Il y a eu cette nuit, peut-être au bout de 8 mois, où sa voiture est tombée en panne sur l'autoroute. J'ai conduit 40 minutes pour la rejoindre, j'ai réparé l'alternateur sur un parking avec une lampe de poche entre les dents, et elle m'a regardé comme si je venais de la sortir d'un immeuble en flammes. Elle a dit qu'elle se sentait en sécurité avec moi, d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ses parents m'adoraient. Hank me traitait comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Il m'a appris des choses sur le business qui allaient bien au-delà de la simple mécanique. Sa mère, Suzanne, me renvoyait chez moi avec des restes après chaque dîner du dimanche, et une fois, elle m'a dit doucement que j'étais le premier petit ami de Bailey qu'elle appréciait vraiment. Puis, quelque chose a commencé à changer vers le 14e mois. Bailey a obtenu une promotion à son poste dans la finance, au centre-ville. Nouveau bureau, nouveaux collègues, nouvelles amies nommées Tara et Britt, qui me regardaient comme si j'étais un meuble démodé des années 90. Soudain, mes bottes de travail près de la porte étaient embarrassantes. Mon camion était trop bruyant. Mes mains n'étaient jamais assez propres pour les restaurants qu'elle voulait essayer. Mais je suis resté, parce que je me souvenais de qui elle était avant. Parce que Hank et Suzanne me traitaient toujours comme de la famille. Parce que je suis têtu, et je pensais que la femme dont j'étais tombé amoureux était toujours là, quelque part. La nuit où tout s'est terminé, c'était le 30e anniversaire de Bailey. Ses parents avaient organisé une grande fête chez eux. 50 personnes faciles. Famille, amis, collègues. Hank avait accroché des lumières à travers le jardin. Suzanne avait préparé assez de nourriture pour nourrir une armée. J'aidais à l'installation depuis midi, déplaçant les tables, accrochant les décorations, m'assurant que le système de son fonctionnait. Je gardais aussi une bague dans ma poche depuis 3 semaines. 1,4 cents. Un solitaire rond qu'elle avait pointé du doigt dans la vitrine d'une bijouterie, à l'époque où elle pointait encore les choses qu'elle aimait sans calculer leur valeur de revente. Le plan était simple, attendre le gâteau, la prendre à part, et faire ma demande en privé. Je ne suis pas le genre de gars à faire un spectacle public. Je ne l'ai jamais été. Mais la sœur de Bailey, Margot, m'a surpris en train de vérifier ma poche pour la 10e fois et a tout de suite compris. Margot avait 3 ans de moins que Bailey et était son opposé polaire. Elle travaillait comme vétérinaire, conduisait une vieille voiture à haillons de 10 ans. Elle avait toujours été cool avec moi. Parfois, j'avais l'impression qu'elle était la seule, dans le nouveau cercle de Bailey, à me voir encore comme une personne plutôt que comme un boulet. « Attends, tu vas faire ta demande ce soir » a demandé Margot, me surprenant près de la table des rafraîchissements. Je lui ai dit que c'était le plan. Elle est restée silencieuse une seconde, comme si elle décidait de dire quelque chose ou non.
Puis elle a juste hoché la tête, m'a souhaité bonne chance, et s'est éloignée avec ce regard que je n'arrivais pas tout à fait à décrypter. La fête battait son plein vers 20 heures. Bélé tenait la cour près du patio, entourée de Tara, de Britt, et d'une poignée de collègues que j'avais rencontrés peut-être 2 fois. Elle était belle. Elle était toujours belle. J'ai attendu que la foule commence à se disperser après le gâteau. J'ai croisé le regard de Bélé et j'ai fait un signe vers le côté de la maison, loin de tout le monde. Elle a levé les yeux au ciel mais est venue quand même, Tara et Britt la suivant comme elle le faisait toujours. J'ai demandé si nous pouvions parler seuls une seconde. Elle a dit que tout ce que j'avais à dire, je pouvais le dire devant ses amis. Tara a eu un sourire en coin. Britt a sorti son téléphone comme si elle s'attendait à du contenu pour les réseaux. J'aurais dû partir à ce moment précis, mais je tenais déjà la bague, j'étais déjà engagé, et les choses avançaient que je le veuille ou non. Parfois, on prend la mauvaise décision parce que faire marche arrière semble plus difficile que d'aller jusqu'au bout. J'ai mis un genou à terre, juste là, sur la pelouse latérale de Hank, avec 3 personnes qui regardaient. Je n'ai pas fait de grands discours, je lui ai juste dit que je l'aimais, que ces 3 années avaient tout signifié pour moi, et je lui ai demandé si elle voulait m'épouser. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Puis Bélé a ri. Pas un rire joyeux. Ce son perçant, méprisant, qui a tranché l'air du soir. Oh mon Dieu, a-t-elle dit assez fort pour que les gens sur le patio se retournent. Tu es sérieux là? J'ai dit, je l'étais. Elle a regardé Tara et Britt comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Vous y croyez? À ma fête d'anniversaire? D'autres personnes s'approchaient maintenant. Je pouvais voir Hank et Suzanne au bord du patio, figés au milieu de leur conversation. La tante de Bélé, quelques-uns de ses collègues, tout le monde regardait. Bélé s'est retourné vers moi avec ce regard que je n'avais jamais vu auparavant. Juste du pur mépris. Cole, tu es mécanicien. Tu répares des camions. Tu rentres à la maison en sentant le moteur et tu penses que je vais t'épouser? Tara a ricané. Britt était définitivement en train de filmer maintenant. Je veux dire, c'était amusant, a continué Bélé, sa voix portant à travers tout le jardin maintenant. Tu es fiable. Tu es stable. Mais le mariage? Avec toi. Elle a ri de nouveau. Tu es tellement délirant. Imaginez croire que je l'épouserais vraiment, lui. Elle a dit lui. Pas toi. Lui. Comme si je n'étais même pas là. Comme si j'étais un objet qu'elle décrivait à des étrangers. Je suis faite pour plus que ça, a-t-elle dit, en me désignant de sa main libre. Plus qu'un gars dont la plus grande ambition est une plus grosse boîte à outils. J'attendais que quelque chose de mieux arrive. Tu ne faisais que garder la place au chaud. Un silence de mort régnait sur le jardin maintenant. Je pouvais voir la main de Suzanne couvrir sa bouche. Hank avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Margot se frayait un chemin à travers la foule vers nous, le visage furieux. J'ai refermé la boîte de la bague, je me suis levé, et j'ai épousseté mon genou. Tout le monde regardait, attendant de voir si j'allais pleurer, supplier ou faire une scène. Je n'ai rien fait de tout cela. Je l'ai regardée, elle, ses amis au sourire narquois, le téléphone qui filmait toujours, et je suis devenu froid, comme si quelque chose venait de s'éteindre. Tu as tout à fait raison, ai-je dit. Mon erreur. Je me suis tourné et j'ai marché vers le portail latéral. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en trombe, j'ai juste marché comme un homme qui avait enfin compris. Hank a appelé mon nom. J'ai entendu Margot dire quelque chose de cinglant à Bélé. J'ai entendu Suzanne commencer à pleurer. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur, et je me suis éloigné de 3 ans de ma vie comme si je quittais un chantier à la fin de mon service. La seule pensée dans ma tête était de rentrer, de reprendre tout ce qui était à moi, et de disparaître. Bélé et moi vivions dans une maison de ville. C'est moi qui l'avais trouvé 2 chambres, un petit garage où je gardais mes outils, un quartier décent. Je payais 65% du loyer, même si techniquement elle gagnait plus sur le papier après sa promotion. Mais Bélé avait des prêts étudiants dont elle ne parlait jamais, des dettes de carte de crédit d'avant notre rencontre, et un score de crédit qui rendait les propriétaires nerveux. Donc, je couvrais les vraies factures pendant qu'elle s'occupait de son image. Je payais aussi son assurance voiture depuis 8 mois parce qu'elle avait eu 2 excès de vitesse et ses tarifs avaient triplé.
J'avais payé les pneus neufs de sa voiture au printemps dernier. J'avais couvert les frais vétérinaires quand elle avait insisté pour avoir un chat dont elle ne s'occupait pas vraiment. J'avais mis Internet et les charges à mon nom parce que son crédit était pire que ce qu'elle laissait paraître. Tous ces détails défilaient dans ma tête alors que je conduisais vers la maison. Comme si je faisais un inventaire. Une liste mentale de chaque film reliant à elle qui devait être coupé. J'ai enlevé mes beaux vêtements pour mettre un jean de travail et une chemise d'atelier. La même tenue que je porterais pour un gros boulot. J'ai commencé par le garage. Mes outils seuls valaient plus que toute sa garde-robe. Chaque douille, chaque clé, chaque scanner de diagnostic, tout était à moi direction la benne du camion. J'ai pris mon compresseur d'air, mon équipement de soudure, l'établi que j'avais construit moi-même. Le garage était vide en 40 minutes. Le salon ensuite. Mes livres, mes disques, la télé que j'avais achetée, non pas qu'elle l'ait jamais reconnue, le système de son, les vrais meubles confortables que je possédais avant qu'on emménage ensemble. J'ai laissé ces décorations inutiles. Le chat était assis sur le comptoir de la cuisine et me regardait travailler. Il s'appelait Chester, et j'étais presque sûr qu'il détestait Bailey presque autant que moi à ce moment-là. Elle avait voulu un chat pour Instagram, puis l'avait promptement ignoré pendant 2 ans. C'est moi qui le nourrissais. Je nettoyais sa litière. Je l'emmenais chez le véto. J'ai regardé Chester, et il m'a regardé. La cage de transport était dans le placard de l'entrée. Il est entré directement sans se battre. Même le chat savait qu'il était temps de se tirer. La cuisine, ma collection de fonte, mes bons couteaux, la machine à expresso pour laquelle j'avais économisé. J'ai laissé les casseroles décoratives en cuivre qu'elle avait accrochées au mur. J'ai trouvé tous les papiers pour les factures, j'ai appelé la compagnie d'électricité depuis le téléphone fixe, et j'ai programmé le transfert de nom pour la fin du cycle de facturation. Pareil pour Internet, pareil pour la compagnie des eaux. Tout était à mon nom, tout était sur le point de devenir son problème. Son assurance voiture était en prélèvement automatique sur mon compte. Je me suis connecté sur mon téléphone et j'ai annulé l'autorisation de paiement. Si elle voulait une couverture, elle allait devoir souscrire sa propre police. 3 heures. C'est le temps que ça a pris. La maison de ville avait l'air d'avoir été pillée. Des étagères à moitié vides, des trous là où se trouvaient les meubles. Je me suis assis sur le sol de la cuisine avec la cage de Chester à côté de moi et j'ai sorti mon téléphone. Sa photo de contact me souriait encore. J'ai envoyé un seul message, imagine croire que je resterais. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur tout. Un par un, méthodiquement. Garrett a répondu à la 2e sonnerie. Il n'a même pas demandé ce qui n'allait pas. Il a juste dit qu'il me retrouverait chez lui avec la porte du garage ouverte. 15 ans d'amitié et pas une seule fois il ne m'avait laissé tomber. J'ai chargé le reste de mes affaires et j'ai traversé la ville avec Chester sur le siège passager, étonnamment calme. Garrett était déjà dehors quand je suis arrivé. Il a jeté un coup d'œil à la benne chargée du camion, à la cage du chat, à mon visage, et a juste secoué la tête. Elle t'a enfin montré qui elle était, hein. Je lui ai dit qu'elle l'avait fait devant 50 personnes à sa fête d'anniversaire. Il est resté silencieux une seconde. Puis, bien. Maintenant tu peux arrêter de faire semblant que tu ne le savais pas déjà. Il n'avait pas tort. On a tout déchargé dans son garage. Il avait une chambre d'amis que je pouvais utiliser. Sa femme, Dana, est sortie en peignoir, a jeté un coup d'œil à la situation, et est allée directement à la cuisine. Elle est revenue avec des sandwichs, du café et une couverture. Elle n'a pas posé une seule question. Elle m'a juste tendu une assiette et a dit qu'il y avait des draps propres dans la chambre d'amis. Plus tard, quand Garrett et moi finissions dans le garage, il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté la version courte. Il a écouté, hochant lentement la tête, puis a secoué la tête. « Mec, je l'avais vu venir », a-t-il dit. Je ne savais juste pas comment te le dire. Tu étais tellement convaincu qu'elle allait se réveiller. J'ai demandé pourquoi il n'avait rien dit. Il a haussé les épaules. Est-ce que tu m'aurais écouté? C'est pas faux. Dana avait un point de vue différent quand je lui ai parlé le lendemain matin. Elle avait déjà connu le type de Bailey. Elle a dit, certaines personnes voient les relations comme des transactions. Elles calculent toujours ce qu'elles reçoivent par rapport à ce qu'elles donnent. Et dès que le calcul ne fonctionne plus pour elles, elles commencent à chercher la sortie.
La cruauté à la fête n'était pas un accident. C'était fait exprès. Bélé voulait un public quand elle m'a rejeté. Elle voulait des témoins pour prouver qu'elle pouvait trouver mieux. L'effondrement n'est arrivé que vers 3 heures du matin. Pas dramatique, juste moi assis sur le bord d'un lit inconnu dans le noir, les mains tremblantes, la poitrine serrée, me laissant enfin ressentir tout ce qui venait de se passer. 3 ans disparus en un seul discours lors d'une fête d'anniversaire. Et le pire, c'est qu'elle pensait chaque mot. Elle n'avait pas été cruelle par accident. Elle avait été cruelle parce qu'elle se sentait enfin assez en sécurité pour dire ce qu'elle pensait depuis tout ce temps. Je me suis accordé cette nuit-là. Une nuit pour être anéanti. Puis je me suis promis que ça n'arriverait plus jamais. J'ai pris 2 jours de congé, j'ai dit à Hank que j'avais une urgence familiale, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. Hank m'a rappelé 1 heure plus tard, pas en tant que patron, mais en tant que père de la femme qui venait de m'humilier publiquement dans son jardin. Cole, je ne sais même pas quoi dire, fils. Sa voix était lourde, fatiguée. Suzanne et moi n'avions aucune idée qu'elle ressentait ça. On est malade à cause de ça. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je lui ai dit que j'appréciais tout ce qu'il avait fait pour moi au fil des ans. Je lui ai dit que je comprendrais si les choses devaient changer au travail. Longue pause de son côté. Puis, fils, tu es le meilleur technicien que j'ai. Tu as un travail ici aussi longtemps que tu le veux. Ce que Bélé a fait ne change rien à ça. Ça signifiait plus qu'il ne le savait probablement. Margot m'a envoyé un SMS ce même après-midi. Le premier message était juste « Je suis tellement désolé. J'aurais dû te prévenir. » J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Ça lui a pris 1 heure pour répondre. Quand elle l'a fait, c'était un mur de texte. Elle avait entendu Bélé parler à Tara et Britt la semaine précédente, riant de la façon dont j'allais probablement faire ma demande bientôt et à quel point ça allait être pathétique. Comment elle prévoyait de dire non, mais voulait profiter de la relation un peu plus longtemps parce que j'étais utile. Margot n'avait pas su comment me le dire, elle n'était pas sûre que ce soit à elle de le faire. Elle a dit qu'elle avait confronté Bélé à ce sujet la veille de la fête, demandé à sa sœur directement si elle m'aimait ou si elle m'utilisait juste. Bélé avait ri, traité Margot de naïve, dit qu'elle ne comprendrait pas parce qu'elle n'avait jamais eu de vraie relation. J'ai dit à Margot que je ne lui en voulais pas. Je lui ai demandé de me tenir au courant de tout ce qui était important, juste pour que je sache ce qui arrivait. Margot a accepté. Elle a dit qu'elle était furieuse contre Bélé. Elle a dit que leurs parents étaient dévastés. Elle a dit que Bélé ne semblait pas comprendre pourquoi tout le monde était fâché contre elle. Cette dernière partie collait bien. Bélé avait toujours eu un angle mort concernant les conséquences. La première tentative de contact est arrivée le 3e jour. Numéro inconnu. Messagerie vocale. Je l'ai écouté 1 fois. Sa voix était irritée. Pas d'excuses. Cole, c'est ridicule. Tu dois revenir et sortir tes affaires du garage. Je ne vais pas stocker ton bazar. Et pourquoi l'électricité est-elle programmée pour être coupée? Tu as sérieusement annulé mon assurance voiture? Rappelle-moi. C'est tellement immature. Remarquez l'ordre des priorités ici. D'abord, le désagrément pour elle, puis les factures, puis l'assurance. Rien sur ce qu'elle avait fait. Pas d'excuses. J'ai bloqué le numéro. Garrett avait une théorie sur les gens comme Bélé. Il les appelait les aveugles aux conséquences. Ils ne peuvent tout simplement pas relier ce qu'ils font à ce qui se passe après. Dans son esprit, elle avait juste été honnête. Le fait que tout s'effondre était une chose distincte qui lui arrivait sans raison. Dana avait une théorie différente. Elle pensait que Bélé savait exactement ce qu'elle faisait et réalisait maintenant que le système de soutien sur lequel elle s'appuyait était parti. La colère n'était pas de la confusion. C'était de la panique portant un masque. Jour 5, les services publics ont été coupés. Je le sais parce que Margot m'a envoyé un SMS pour me demander si je savais que le courant était parti à la maison. J'ai dit que j'avais peut-être programmé une coupure avant de partir. Elle a répondu avec un emoji qui rit. Jour 6. L'assurance de Bélé a expiré. Margot a dit qu'elle l'avait découvert quand elle a essayé de renouveler son immatriculation au DMV. Apparemment, il y a eu une scène. Beaucoup de pleurs dans un bureau administratif. Le personnel n'a pas été ému. Jour 7. Le propriétaire m'a appelé.
Notre bail était conjoint et il avait reçu des plaintes de Bélé concernant la situation des services publics. J'ai expliqué calmement que j'avais déménagé et que je ne reviendrais pas, que je paierais ma part des frais de résiliation anticipés, mais que je ne couvrirais pas sa part à elle. Il a demandé si je pouvais mettre ça par écrit. J'ai dit que je lui ferais parvenir ça avant la fin de la journée. J'ai rédigé une lettre simple, mes obligations, mon paiement, sa responsabilité pour le reste. Envoyé en recommandé pour qu'il y ait une trace. Bélé était toute seule maintenant. Tout ce que je gérais tranquillement depuis des années devenait soudainement son problème. Et d'après ce que Margot me disait, elle ne gérait pas ça bien. La deuxième tentative de contact a eu lieu le 8e jour. Autre numéro inconnu. Elle avait emprunté le téléphone de quelqu'un. J'ai répondu sans rien dire. Cole, il faut qu'on parle. Sa voix était plus douce maintenant. La colère s'était transformée en quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Je pense que j'ai surréagi à la fête. Tout le monde est tellement dramatique à ce sujet. Est-ce qu'on peut juste se voir et parler de ça comme des adultes? J'ai laissé le silence s'installer. La façon dont les choses étaient me manque, a-t-elle continué. Tu gérais toujours tout. Les factures, les rendez-vous, les réparations. Je n'avais pas réalisé à quel point je dépendais de ça. Est-ce que tu peux juste revenir et on pourra arranger ça? Tu m'as humilié devant toute ta famille, ai-je dit, gardant ma voix plate. Tu as dit que tu attendais quelque chose de mieux. Tu as dit que je ne faisais que garder la place au chaud. Je ne le pensais pas comme ça. Tu as dit lui, pas toi. Lui. Comme si je n'étais même pas une personne debout juste là. Rien de son côté. J'ai réglé le bail et ma part des frais de résiliation. Ta part est à ta charge. Je me suis retiré de tous les comptes partagés. Il n'y a plus rien à dire. Cole, s'il te plaît. J'ai raccroché, bloqué le numéro. Garrett travaillait au même atelier que moi. Département différent, il s'occupait des camions légers alors que j'étais sur l'équipement lourd, mais nous partagions une pause déjeuner et beaucoup de moments communs. L'avoir à mes côtés rendait tout ça plus facile. 3 semaines après la fête, il est revenu d'une course pour des pièces avec des nouvelles intéressantes. J'ai croisé quelqu'un qui connaît l'ami de Bélé, Tara, a-t-il dit en se laissant tomber sur la chaise de la salle de pause en face de moi. Apparemment, ton ex a déjà un nouveau copain. Un type de la finance nommé Bryce. Il travaille dans une entreprise concurrente à la sienne. Ils se sont rencontrés à un événement de réseautage la semaine dernière. La semaine dernière. Moins d'un mois après avoir publiquement humilié l'homme avec qui elle était depuis 3 ans. J'ai demandé comment était Bryce. Garrett a souri. Tu connais ces gars qui se pointent au rassemblement de voitures avec des berlines en location et agissent comme s'ils possédaient la concession? Ce genre-là. Tout dans l'apparence, rien dans le fond. Il parle de lui à la 3e personne parfois. Il porte ses chaussures sans chaussettes. J'ai dit qu'il semblait être exactement ce que Bélé méritait. Oh, ça s'améliore, a continué Garrett. Il paraît qu'il a une réputation. Une précédente petite amie a découvert qu'il jouait le même jeu avec 3 autres femmes en même temps. Toute l'histoire a explosé il y a environ 1 an. Il vient juste de déménager dans la région pour recommencer à zéro. Parfait. Bélé avait été tellement occupée à se moquer de ma vie qu'elle avait couru droit dans les bras d'un signal d'alarme ambulant. L'univers a parfois le sens de l'humour. Margot a confirmé la relation quelques jours plus tard, disant que Bélé postait constamment. Nouveau copain, 7, connexion incroyable, vraiment dans l'excès sur à quel point elle était heureuse. Pendant ce temps, je prenais une routine. Travail, salle de sport. La chambre d'amis de Garrett était assez confortable. Chester ne dérangeait pas Dana, il était devenu beaucoup plus affectueux maintenant qu'il n'était pas ignoré 16 heures par jour. J'ai commencé à chercher des appartements, quelque chose de petit. J'ai trouvé un 2 pièces décent à environ 20 minutes de l'atelier. Propre, calme, bon propriétaire. J'ai signé le bail un jeudi. J'ai commencé à emménager ce week-end-là. La 3e tentative de contact a eu lieu pendant que je portais un carton dans les escaliers de mon nouvel appartement. Numéro inconnu. SMS cette fois. Cole, s'il te plaît, parle-moi. Tout le monde m'en veut. Mes parents n'arrêtent pas d'en parler. Margot ne me parle plus. Tara a dit que j'aurais dû gérer les choses différemment. Je suis seul ici. Le manque total de conscience de soi était presque impressionnant.
Même maintenant, même après tout ça, elle ne voyait toujours pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle voyait juste que les gens étaient fâchés contre elle, et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Je n'ai pas répondu, j'ai juste bloqué le numéro, et j'ai continué à porter des cartons. Gareth m'a aidé à finir le déménagement ce week-end-là. Dana a apporté un cadeau de crémaillère, une poêle en fonte pour remplacer celle que j'avais dû laisser derrière. Mon nouvel appartement était spartiate, mais fonctionnel. Un lit trouvé sur une petite annonce, un bureau du même gars, un fauteuil confortable unique que j'avais trouvé dans une friperie. Chester semblait approuver. Il a revendiqué la place ensoleillée près de la fenêtre immédiatement et l'a défendue contre absolument personne. Je me reconstruisais pièce par pièce, jour après jour. Bailey, selon Margot, faisait le contraire. Le nouveau copain, ça ne se passait pas bien. Bryce avait déjà emprunté de l'argent 2 fois. Une fois pour un problème temporaire de trésorerie, une fois pour une opportunité d'investissement, immanquable. Bailey lui avait apparemment avancé près de $600 en 3 semaines. Ça vous rappelle quelque chose? Elle avait toujours eu un faible pour les gars qui semblaient sophistiqués. La différence, c'est que j'avais été assez intelligent pour ne jamais lui demander d'argent. Sa situation au travail s'effondrait aussi. Elle avait raté une date limite, mis ça sur le compte de problèmes personnels, et son patron ne l'avait pas accepté. On parlait d'un plan d'amélioration de la performance. La fille qui s'était moquée de mon travail parce qu'il était indigne d'elle risquait soudainement de perdre le sien. Je n'ai pas célébré en entendant ça, mais je ne me sentais pas mal pour elle non plus. Les conséquences apparaissaient juste là où elles devaient être. La 4e tentative de contact était une lettre, par courrier physique. Elle avait trouvé ma nouvelle adresse d'une manière ou d'une autre, probablement par le propriétaire de l'ancienne maison ou une autre trace administrative que je n'avais pas complètement effacée. La lettre faisait 4 pages. J'ai lu le premier paragraphe, qui parlait surtout de l'injustice de tout le monde envers elle, de comment elle ne méritait pas ça, de comment je l'avais abandonnée sans lui donner une chance de s'expliquer. Je me suis arrêté là. Le reste était plus ou moins la même chose, j'en étais sûr. Moi, je. Aucune reconnaissance, juste un mode victime sans fin. Je l'ai passé au destructeur, j'ai donné son dîner à Chester, et j'ai regardé un match avec le son bas. Quelque part à l'autre bout de la ville, Bailey sombrait, et moi j'étais enfin, heureusement, bien. 8 semaines après la fête. C'est le temps qu'il m'a fallu avant de commencer à me sentir à nouveau moi-même. Stable, solide, comme si j'avais retrouvé mon équilibre après des mois passés sur quelque chose qui était toujours sur le point de céder. Le travail allait bien. Hank m'avait donné une petite augmentation spontanée. Il a dit que je l'avais mérité. Il a dit qu'il était content que je sois toujours là. Le message tacite était clair. Il savait ce que sa fille avait fait, et c'était sa façon de réparer les choses sans avoir à le dire à voix haute. J'ai apprécié cela. Mon appartement devenait doucement un vrai foyer. J'ai acheté un petit canapé, accroché quelques trucs au mur, acheté une cafetière. Chester avait revendiqué environ 60% de l'espace au sol disponible comme son territoire personnel, ce qui semblait à peu près correct pour un chat. J'ai renoué avec des gens que j'avais perdus de vue pendant les années Bailey. Des amis du lycée, des gars de mon programme d'apprentissage, des gens qu'elle avait rejetés comme ennuyeux ou basiques, qui s'avéraient être exactement le genre de personnes stables et fiables dont j'avais besoin. Gareth et Dana m'invitaient à dîner la plupart des dimanches. On faisait des grillades, on regardait le match qui passait, on parlait de trucs normaux. Pas de drame, juste des gens normaux étant normaux. Margot était devenue une amie inattendue à travers tout ça. Elle m'envoyait des nouvelles de temps en temps, toujours avec l'avertissement qu'elle ne m'espionnait pas, mais pensait juste que je devrais savoir ce qui se passait. J'appréciais les infos parce que savoir m'aidait à voir le chaos arriver, et le chaos arrivait définitivement. Bailey et Bryce étaient allés vite. Beaucoup trop vite. Ils vivaient apparemment ensemble maintenant après moins de 2 mois de relation. Il avait emménagé dans la maison de ville, mon ancienne maison, parce que son bail était tombé à l'eau et qu'il avait besoin d'un endroit où rester. Traduction, il avait été expulsé et Bailey était trop désespéré pour poser des questions. Margot a dit que toute la famille était inquiète. Hank et Suzanne avaient essayé de parler à Bailey à ce sujet, mais elle les avait accusés de ne pas la soutenir. Elle a dit qu'ils n'avaient jamais accepté Bryce. Elle a dit qu'ils m'aimaient trop et ne pouvaient pas voir ce qui était juste devant eux. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait s'étouffer avec. La situation financière empirait aussi.
Bryce avait convaincu Bailey d'investir dans une sorte de truc, crypto-monnaie ou forex ou une de ces autres choses. Elle y avait mis une grande partie de ses économies. Les rendements qui étaient censés apparaître n'étaient pas apparus, ne choquant absolument personne sauf elle. Pendant ce temps, je faisais quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, économiser de l'argent. Pas couvrir les erreurs de quelqu'un d'autre ou financer le mode de vie de quelqu'un d'autre, juste mettre de l'argent de côté comme un adulte fonctionnel normal. J'ai acheté un camion plus récent. D'occasion mais bon. Peu de kilomètres, bon moteur, payé comptant. La 5e tentative de contact est arrivée à la semaine 10. Elle s'est pointée à l'atelier. J'étais sous un des 8x4 en train de vidanger le liquide de transmission quand j'ai entendu la voix de Hank prendre ce ton qu'il utilisait quand quelque chose clochait. J'ai roulé hors dessous la machine et je l'ai vue debout juste à l'intérieur de la porte du garage. Elle avait l'air mal en point. Hank marchait déjà vers elle, l'air d'être déchiré entre être son père et être professionnel. Je suis resté où j'étais, taché d'huile et marqué de graisse, et pas du tout intéressé par ce qu'elle était venue dire. « Tu ne peux pas être ici, Bailey », a dit Hank. « C'est un chantier. »« J'ai juste besoin de 5 minutes, a-t-elle dit, regardant au-delà de lui vers moi. « Cole, s'il te plaît, juste 5 minutes. » Je n'ai pas bougé. « Bryce est parti, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Il a tout pris. L'argent du compte, la télé, les bijoux de ma grand-mère. Il est parti. J'ai appelé les flics, mais ils ont dit que c'est une affaire civile parce qu'on vivait ensemble. » Hank s'est tourné pour me regarder, vérifiant ma réaction. J'ai gardé mon visage impassible. « Ça craint, mais je ne sais pas ce que tu veux que je fasse à ce sujet. »« J'ai merdé, » a-t-elle dit. « Venir ici demander de l'aide. Je sais que c'est beaucoup, mais je n'ai personne d'autre. Mes amis ne me rappellent pas. Tara m'a bloqué après que j'ai demandé à emprunter de l'argent. Je n'ai personne. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon d'atelier. J'ai pris mon temps. Tu m'as dit que j'étais un bouche-trou, ai-je dit finalement. Tu as dit que je gardais la place au chaud pour quelque chose de mieux. On dirait que quelque chose de mieux est arrivé. C'est nul que ça n'ait pas marché. Son visage s'est effondré comme si les mots la frappaient physiquement. Hank s'est avancé. Bailey, tu dois partir. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Papa, s'il te plaît. Maintenant. Elle est partie. Elle ne s'est pas retournée. Hank est venu vers moi après qu'elle soit partie. Il a mis une main sur mon épaule. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. Je suis retourné au travail. Le liquide de transmission ne se vidange pas tout seul. L'histoire complète sur Bryce est sortie au cours des semaines suivantes, principalement via les SMS de Margot et la mise à jour occasionnelle de Dana, elle entend tout. Il s'avère que Bryce n'était pas juste un abruti moyen. C'était un escroc professionnel dans un beau costume. Le boulot dans la finance était réel, à peine. Mais c'était surtout une façade pour ce qu'il faisait vraiment, trouver des femmes avec accès à de l'argent et les saigner à blanc. Margot a fouillé un peu et a découvert qu'il avait utilisé au moins 2 noms de famille différents au cours des 5 dernières années, plus une série de jugements civils et d'avis d'expulsion dans d'autres comtés. Bailey n'était pas sa première victime. Elle n'était même pas sa première victime cette année. Il avait fait la même chose à au moins 2 autres femmes dans la région avant de passer à la suite. Le truc de la crypto-monnaie n'était pas juste un mauvais investissement. Ça n'existait pas. Il lui avait fait envoyer de l'argent sur un compte qu'il contrôlait, lui avait montré de fausses captures d'écran de rendement, l'avait convaincu d'en mettre plus, puis s'était volatilisé avec tout. La partie vraiment brutale? Margot a découvert que Bryce parlait de Bailey à quelqu'un de son ancienne ville. Il l'a qualifiée de cible facile. Il a dit qu'elle était tellement désespérée de prouver qu'elle avait monté en gamme par rapport à son copain mécanicien, qu'elle n'avait posé aucune question sur rien. N'avait pas vérifié son travail. N'avait pas vérifié ses références. Margot a dit que Bailey faisait face à des pertes d'environ 8,000 $, plus tout ce qu'il avait pris en partant. Plus le coût émotionnel de réaliser qu'elle avait été jouée par quelqu'un qui ne s'était jamais soucié d'elle. Le karma a une espèce de cruauté particulière quand il se manifeste. Les retombées étaient partout. La dette de carte de crédit de Bailey était apparemment mauvaise. Le loyer de la maison de ville était maintenant entièrement à sa charge, et elle avait déjà manqué un paiement. Sa voiture avait besoin de réparations qu'elle ne pouvait pas se permettre. Sa situation au travail ne s'était pas améliorée.
Au contraire, elle avait empiré après qu'elle ait pris plusieurs jours de congé inexpliqués pendant tout le désastre Bryce. Hank et Suzanne aidaient là où ils pouvaient, mais même la patience parentale finit par s'épuiser. Hank m'a dit doucement pendant une pause déjeuner qu'ils avaient fait comprendre à Bailey qu'elle devait commencer à assumer ses choix. Plus de sauvetage, plus d'excuses. Margot a été moins douce à ce sujet. Elle avait apparemment dit à Bailey exactement ce qu'elle pensait de son comportement au cours des 3 dernières années, y compris la façon dont elle m'avait traité. La conversation ne s'était pas bien passée. Elle ne se parlait plus maintenant. Tara et Britt s'étaient tirés, bien sûr. Des amis des beaux jours qui font ce que font les amis des beaux jours. Quand Bailey avait de l'influence, elles étaient là. Maintenant qu'elle galérait, elles étaient commodément occupées. Et moi? J'allais bien. Mieux que bien, en fait. J'avais mon appartement. J'avais mon travail. J'avais des amis qui étaient vraiment présents. J'avais Chester, qui était devenu beaucoup trop à l'aise dans son nouveau royaume. J'avais les samedis matins avec un café près de la fenêtre, à regarder le monde passer, ressentant quelque chose que j'avais presque oublié être possible. La paix. Se sentir réellement stable, savoir exactement où j'en étais, et ne pas avoir à me demander si les choses étaient sur le point de s'effondrer. Semaine 14. Je suis rentré du travail un jeudi soir, journée ordinaire. J'ai mis mes clés au crochet, nourri Chester, commencé à penser au dîner. Puis l'interphone a sonné. Mon immeuble avait une porte de sécurité au niveau de la rue. Il fallait qu'on vous ouvre ou avoir une clé. Je n'attendais personne. J'ai appuyé sur l'interphone. Ouais. Cole, c'est moi. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Sa voix était différente. Désespérée. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là à regarder l'interphone. Je sais que tu es là, a-t-elle dit. Je peux voir ton camion sur le parking. S'il te plaît, j'ai juste besoin de parler. 5 minutes, après je partirai. J'ai pensé à l'ignorer, la laisser planter là jusqu'à ce qu'elle abandonne. Mais j'étais curieux. Je lui ai ouvert la porte de l'immeuble, j'ai marché jusqu'à la porte de mon appartement, et j'ai attendu. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Elle avait l'air d'une personne complètement différente en montant ses escaliers. Pas la femme confiante et soignée qui avait ri de ma demande en mariage devant sa famille. C'était quelqu'un qui avait été vidé. Cheveux sales, pas de maquillage, portant un pull que je reconnaissais d'il y a des années, à l'époque où les choses étaient différentes. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours. Elle s'est arrêtée à ma porte. J'ai ouvert de 15 centimètres, la chaîne toujours mise. Je ne me suis pas écarté, je ne l'ai pas invitée à entrer, je suis juste resté là dans l'ouverture et j'ai attendu de voir ce que c'était. Elle a essayé de regarder par-dessus moi dans l'appartement, mes meubles rares, Chester, qui s'était retiré à sa place près de la fenêtre et la regardait avec ce regard de chat soupçonneux. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé, à peine au-dessus d'un murmure. « Non. Dis ce que tu as à dire. » Elle m'a enfin regardé. Ses yeux étaient rouges et bouffis. « J'ai tout perdu » a-t-elle dit. « La maison. La voiture va être saisie. Je loge chez mes parents parce que je n'ai nulle part ailleurs. Mon boulot ne tient qu'à un fil. Margot pense que je suis horrible. » Elle a fait une pause. Mon père peut à peine me regarder. À peine. Cette dernière partie m'a touché différemment. Hank avait toujours adoré Bailey. Il lui trouvait toujours des excuses. Même quand elle avait clairement tort, il trouvait une raison. Pour qu'il prenne ses distances comme ça voulait dire que quelque chose s'était vraiment brisé. Je me demandais si Margot lui avait enfin tout dit. La conversation qu'elle avait entendue. Comment Bailey prévoyait le rejet depuis des semaines. Tout ça. Bryce a tout pris, a-t-elle continué. Toutes mes économies, les choses qui comptaient pour moi. La bague de ma grand-mère que j'allais porter à mon mariage un jour. Et les flics ne peuvent rien faire parce qu'il a été malin. Il a fait en sorte que tout ait l'air de mon accord. J'ai signé des trucs. J'ai envoyé de l'argent de moi-même. Je l'ai laissé entrer chez moi. Difficile de rater l'ironie là-dedans. Je n'ai toujours rien dit, je l'ai juste regardé. Elle a pris une respiration tremblante. J'ai beaucoup réfléchi à la fête, à ce que j'ai dit, à comment je t'ai traité. Pas juste ce soir-là, pendant des mois avant ça, peut-être plus longtemps.
J'avais tort, a-t-elle dit. Et sortir les mots semblait lui faire mal. Pas juste à propos de toi, à propos de tout. Je pensais que je voulais de l'excitation, de l'aventure, quelqu'un qui correspondait à la vie que je pensais mériter. Elle a laissé échapper ce rire creux. J'ai eu exactement ce que j'ai demandé. Chester a miaulé une fois, bas et sans impression. Même le chat en avait assez. Cole, je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais est-ce qu'il y a un moyen qu'on puisse réessayer? Elle a fait un pas vers moi, les yeux désespérés. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai blessé, mais tu étais stable et fiable et bon. Et j'ai jeté ça pour quelqu'un qui me voyait comme une cible. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Je ferai n'importe quoi, a-t-elle dit. Déménager ailleurs. Peu importe ce qu'il faut. C'est juste que... Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas faire ça toute seule. Tu gérais toujours tout et maintenant je me noie et je ne sais pas quoi faire. C'était là. Sous toutes les excuses et les aveux. C'était là. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Donc maintenant que tu as tout perdu, ai-je dit, ma voix plate, tu veux réparer les choses parce que j'étais utile. Elle a tressailli, entendant ses propres mots lui être renvoyés. Je me souviens de chaque mot, Bailey. Chaque mot. Tu le pensais. Tout ça. J'avais tort. Non, tu m'as juste montré qui tu es vraiment, ai-je corrigé. Tu as enfin dit à voix haute ce que tu pensais depuis des mois, peut-être des années. Et maintenant tu veux que je fasse comme si ça n'était jamais arrivé parce que ton plan B t'a explosé au visage. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Je ne suis pas ton filet de sécurité, ai-je dit. Je ne suis pas le plan de secours vers lequel tu cours quand le plan principal s'effondre. Je vaux plus que ce que je peux faire pour toi. Et je mérite quelqu'un qui comprend ça dès le premier jour. Pas juste quand ils n'ont plus d'option. Cole, s'il te plaît. Tu as demandé s'il y avait une chance qu'on puisse réessayer. J'ai secoué la tête lentement. Non, il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Ce que tu as dit à cette fête a tué tout ce qu'il y avait entre nous. Tu ne peux pas ramener ça à la vie maintenant parce que la tienne a déraillé. Elle a sangloté davantage. Tu dois partir, ai-je dit. Tu dois débrouiller ta vie toute seule. Apprends à être responsable de toi-même. Arrête de chercher quelqu'un pour te porter. Je ne sais pas comment faire ça. Alors débrouille-toi. J'ai commencé à fermer la porte. Adieu, Bailey. Elle a mis sa main sur la porte pour essayer de l'arrêter. Cole, s'il te plaît. J'ai attendu. Après quelques secondes, sa main est tombée. Adieu, ai-je dit à nouveau. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, j'ai écouté qu'elle restait là un long moment, puis ses pas descendant dans le couloir. Je suis retourné à l'intérieur et je me suis fait à dîner, je me suis assis à ma petite table, et j'ai mangé dans le calme. On m'avait traité de délirant pour avoir pensé que je valais la peine d'être épousé. Il s'avère que je valais beaucoup plus que ça. Elle pensait que je serais là pour toujours, attendant qu'elle décide que j'étais assez bien. Elle s'était trompée.